in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Ce que vous venez de voir, c'est le commandant David Scott en 1971 à partir de la Lune qui a décidé de tester la théorie comme quoi que tous les objets qui vont tomber, ils vont accélérer au même rythme. Donc, il a pris un marteau et une plume, qui, évidemment, n'ont pas la même masse. Il les a laissés tomber en même temps, et comme vous avez pu voir, tous les deux sont arrivés au sol exactement en même temps. OK? Et ça, c'est la meilleure introduction que je pouvais... C'est la meilleure introduction que je pouvais vous montrer en lien avec la matière d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle du mouvement uniformément accéléré en une dimension sous l'effet de la gravité, justement. Donc, deux objectifs ici. Connaître les caractéristiques d'une chute libre en une dimension, essentiellement ce que vous venez de voir, et appliquer les équations du MUA dans le cas d'une chute libre qui sera verticale. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par chute libre? Une chute libre, c'est tout simplement un objet qui est soumis à l'effet de la gravité terrestre, mais juste ça. Okay? Donc, si on laisse tomber un objet, pendant qu'il tombe, il va seulement être soumis à la gravité terrestre parce qu'il n'y aura pas aucune force qui va le retenir. Ma main ne va pas retenir l'objet. Il n'y aura pas non plus de support de la part d'une table ou du sol. Donc pendant qu'il tombe, il est soumis seulement à la force de la gravité terrestre. Donc c'est dans ce cas-là qu'on va dire que l'objet est en chute libre. Tout objet en chute libre subit une accélération constante égale à 9,8 mètres par seconde carré. Comme vous venez de le voir avec la vidéo, tous les objets subissent la même accélération. Il y a une espèce de mouvement de pensée intuitive qui dit que plus un objet est lourd, plus il va tomber vite. C'est totalement faux. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Tous les objets à la surface de la Terre, pas à la surface de la Lune, là, à la surface de la Terre vont accélérer à 9,8 mètres par seconde carré. Okay? Et puisque l'accélération est constante, on peut dire qu'il s'agit d'un MUA. Là, peut-être vous allez me poser la question, oui, mais monsieur, si on fait ça sur Terre, puis qu'on laisse tomber une plume ou une feuille de papier en même temps qu'un marteau, on le voit bien, le marteau va arriver au sol bien avant la plume ou la feuille de papier. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a de la résistance due à l'air. Si on est sur Terre et qu'on décide d'enlever toute résistance de l'air pour vraiment créer une chute libre, les deux vont tomber exactement en même temps. Et si vous ne me croyez pas, j'ai une vidéo pour ça. On a testé justement ça. On a pris un espèce de grand silo à grains et puis on a fait le vide à l'intérieur. Puis on a décidé de laisser tomber une boule de quilles et une boule de bowling, pardon, et une grosse plume. Mais puisqu'on a fait le vide à l'intérieur, il n'y a plus d'air. Donc, s'il n'y a plus d'air, la plume ne peut plus être retenue par l'air. Donc, la vidéo est au ralenti, mais je la laisse aller, puis vous allez bien voir que les deux objets vont accélérer exactement au même rythme. Donc, je pense que c'était clair ici. On a vraiment vu les deux objets accélérer de la même façon. Okay? Donc, essentiellement, quand on est en vraie chute libre, il faut négliger la résistance de l'air, ce qu'on a fait dans la vidéo qu'on vient de voir. Okay? Puis c'est ce qu'on va faire, nous, dans notre session. Là. On va toujours négliger la résistance de l'air parce que si on en prend en compte, ben, ce ne sera jamais une chute libre, finalement. Donc, on ne pourra pas appliquer les équations du MUA. Donc, l'accélération gravitationnelle, le 9,8 mètres par seconde
carré que je vous ai parlé, c'est dénoté par le symbole G. C'est l'accélération gravitationnelle à la surface de la Terre. Mais le 9,8 mètres par seconde carré, il n'est pas tout à fait constant selon l'endroit où je me trouve à la surface de la Terre. Il y a plusieurs... En fait, il y a trois facteurs qui vont faire changer la valeur de G à la surface de la Terre. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'aplatissement polaire. L'aplatissement polaire, ça veut dire que la Terre n'est pas parfaitement sphérique. Elle a plus l'air d'un melon d'eau. Hein? Ici, évidemment, l'image est un peu exagérée, mais ça vous donne une idée. Là. Les pôles, hein, on dirait que les pôles sont aplatis par rapport à l'équateur. Donc, c'est pour ça que je parle du melon d'eau. Là. Mais cet aplatissement-là fait que si je suis au pôle Nord ou au pôle Sud, je me trouve plus près du centre de la Terre que quand je suis à l'équateur. Et plus on est près du centre de la Terre, plus l'accélération va être grande. Il y a aussi le fait de la rotation de la Terre. La Terre est en train de tourner. Donc si on tourne et que je me situe à l'équateur, cette rotation-là va faire en sorte que je vais ressentir une accélération gravitationnelle plus petite. Okay? Puis finalement, il y a aussi des inhomogénéités locales. Ça veut dire que la composition de la Terre sous nos pieds n'est pas partout pareille. Donc, si on est à un endroit où est-ce que la Terre est plus dense, ben, la gravité à cet endroit-là va être légèrement supérieure. Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, mais juste assez pour dire que à 2 chiffres significatifs, on est bon, mais à 3 chiffres significatifs, il y a des variations quand même. Encore une fois, pas énorme, mais il y a des petites variations. Okay? Donc nous, on ne se cassera pas la tête, on va toujours considérer que l'accélération gravitationnelle G, c'est 9,8 mètres par seconde carré, peu importe où est-ce qu'on est, du moment qu'on est à la surface de la Terre. Si je me trouve sur la Lune, ça va être une accélération différente. Okay? Donc, étant donné que l'accélération est constante, c'est un mouvement uniformément accéléré, mais c'est vertical. Hein? Quand on a une chute libre, ben, c'est vertical une chute libre. Donc là, on va dire que l'accélération en Y, selon l'axe des Y, qui est orienté vers le haut, ça va être moins G, donc moins 9,8 mètres par seconde carré. Et donc ça, ce sera notre accélération en Y qu'on va pouvoir utiliser dans nos équations du MUA lorsqu'on sera en chute libre. Okay? Quelques remarques importantes. Ici, on imagine qu'on a lancé une balle vers le haut. Okay? Donc, la balle, au début, quand je viens de la lancer, elle monte, elle ralentit. Éventuellement, elle va s'arrêter. Ça, c'est comme la deuxième phase du mouvement. Et après s'être arrêtée momentanément, elle va recommencer à tomber. Donc, 3 phases du mouvement. Mais c'est bien important de comprendre que l'accélération en Y, elle pointe toujours vers le bas et elle vaut toujours moins 9,8. Vous voyez ici, accélération, moins 9,8, accélération, moins 9,8, accélération, moins 9,8. Okay? Point important, l'accélération de l'objet n'est pas nulle au sommet. Quand on est au sommet, je vous ai dit, l'objet s'est arrêté momentanément. Mais ça, c'est parce que c'est sa vitesse qui devient égale à 0. Mais son accélération reste moins 9,8. Aussitôt qu'on est en chute libre, accélération, moins 9,8. Lorsque vitesse et accélération sont de signes contraires, l'objet ralentit. C'est le cas de la première phase. Voyez-vous, quand j'ai lancé l'objet vers le haut, sa vitesse est vers le haut et son accélération est vers le bas. Donc, ça veut dire vitesse positive, mais accélération négative. Signe contraire, l'objet va ralentir. Ben oui, effectivement, c'est ce que je vois. Hein? Quand je lance un objet vers le haut, pendant qu'il monte, il ralentit. Et à l'inverse, si vitesse et accélération sont de même signe, l'objet accélère. Ça, c'est le cas de la troisième phase du mouvement. Quand l'objet recommence à descendre, ben là, la vitesse est orientée vers le bas, dans le même sens que l'accélération. Dans ce cas-ci, les deux sont de signe négatif. Donc, les deux ont le même signe. Donc, ça veut dire que l'objet va aller de plus en plus vite. Et c'est évidemment ce qu'on observe là, quand on essaie de lancer quelque chose vers le haut. Donc, si je résume, je peux appliquer exactement les 4 équations du MUA que j'ai vues à la section 1.6, mais dans une dimension verticale. Donc, seule différence, c'est qu'on a remplacé toutes les valeurs de X par des valeurs de Y, étant donné qu'on travaille avec des valeurs verticales. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes 4 équations, puis quand on voit Y ou Y0, ben, ça veut dire position finale, position initiale, verticalement, sur l'axe Y. Okay? Sinon, les vitesses, ben, maintenant, ils ont l'indice Y, et l'accélération a aussi l'indice Y. Okay?
Donc, je passe vite par-dessus ça parce que c'est exactement les mêmes 4 équations. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va faire un exemple. Donc, pour bien comprendre là, comment on peut appliquer ces équations-là, mais je vous le dis, ça va être essentiellement la même chose que ce qu'on faisait à la section 1.6. Un enfant lance une balle verticalement vers le haut. Lorsqu'elle quitte sa main, elle est à 1 mètre au-dessus du sol et elle se déplace à 2 mètres par seconde. La résistance de l'air est négligeable. Donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on s'entend, on va être en chute libre. On désire déterminer 4 choses. Première chose, on veut déterminer le temps de vol de la balle. Donc, on cherche le temps écoulé entre le moment où elle quitte la main de l'enfant et le moment où la balle va retoucher le sol. Donc, pour faire ça, on va passer en mode tablette. Je vais commencer par me faire un petit schéma de la situation. Je me prends un axe Y vers le haut. Y gradué en mètres. On dit dans l'énoncé que l'enfant lance une balle à partir de la position 1 mètre, parce que sa main est à 1 mètre au-dessus du sol quand il la lance. Donc essentiellement, la balle va commencer ici, à 1 mètre. Donc on peut dire essentiellement que mon Y0, là, c'est 1 mètre. C'est sa position initiale, c'est sa hauteur initiale, si vous voulez. Et donc il la lance vers le haut. Et ça, ce sera donc une vitesse initiale. Okay? Vitesse Y initiale. On dit dans l'énoncé qu'elle se déplace à 2 mètres par seconde. Très bien. Donc là, on s'imagine bien que la balle va monter, monter, monter. Elle va s'arrêter quelque part. Puis éventuellement, elle va retomber jusqu'au sol. Okay? Et donc, dans la question en A, on cherche le temps de vol de la balle. Donc, si je traduis en mathématiques, on cherche le temps t lorsque la position finale de la balle égale à 0. Finalement, quand elle revient au sol, elle revient à la position y égale à 0. Et pour résoudre ça, j'aurai besoin d'une équation du MUA. Moi, je vais choisir la deuxième parce qu'il y a tout ce que j'ai de besoin pour faire ça. Vitesse y initiale, temps t plus accélération, 1/2, accélération y fois t carré. Ah, et j'ai oublié, bien sûr, étant donné que la balle est en chute libre, on ne vous donnera jamais la valeur dans l'énoncé du problème. Mais ça, il faut le savoir par nous-mêmes. L'accélération en chute libre, c'est vers le bas. Ça vaut moins 9,8 mètres par seconde carré. OK? Donc, ici, moi, j'ai tout dans cette équation-là, sauf le temps t. C'est mon inconnu. Donc, position finale, c'est 0. Position initiale, c'est 1. Vitesse initiale en y, c'est 2. Le temps t, c'est mon inconnu. Plus 1/2 fois moins 9,8. Très important de ne pas oublier le carré. Fois t carré. Bon. Là, on peut faire t égale à b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Je ne le ferai pas au complet, là. Mais si vous le rentrez dans votre calculatrice ou que vous le faites au long, c'est selon. On va arriver à deux valeurs. 0,701 ou moins 0,29. On s'entend, un temps négatif, ça n'a pas de sens. Donc ici, c'est très simple de rejeter le moins 0,29 et ce qu'on veut garder, c'est celui-là ici, 0,701. Donc, maintenant que j'ai ça, ben, déjà, c'est ma réponse au A. Mais la réponse va être conservée pour le reste du problème. Donc, de retour à l'énoncé pour le B. On cherche maintenant la hauteur maximale de la balle. OK? Hauteur maximale de la balle. Ça veut dire, si je reviens sur mon schéma, je cherche ici, là. On peut appeler ça Y max. Ce Y max-là, si je traduis en mathématiques, je cherche Y max lorsque quoi? Comment je fais pour dire à mon équation, on va être à Y max? Ben, il se passe une chose que je vous ai mentionné tantôt sur le diapo là, avec les 3 phases du mouvement. Il se passe une chose lorsque la balle est au sommet de sa trajectoire. Il se passe que sa vitesse finale égale à 0. Parce qu'il s'est arrêté momentanément. Okay? Au sommet de la trajectoire, sa vitesse verticale devient égale à 0. Donc là, sachant cela, ben moi j'ai tout ce qu'il me faut pour utiliser ma
quatrième équation, celle qui ne contient pas de temps, parce que je connais pas le temps, donc je veux pas d'équation avec le temps. Je sais qu'on a trouvé un temps en A, mais le temps en A, c'est le temps que ça prend pour qu'elle revienne au sol. Moi, je connais pas le temps quand la balle arrive au sommet, donc j'utiliserai pas le temps que j'ai trouvé en A. 2 fois accélération Y fois Y moins Y initial. Voilà. C'est ma quatrième équation. Je remplace par ce que je connais. Vitesse finale, c'est 0. Vitesse initiale, c'est 2. Plus 2 fois l'accélération négative, moins 9,8. Position finale, c'est ce que je cherche. C'est mon Y max. Moins position initiale, c'est le 1 mètre, hein, parce que la balle partait à une hauteur de 1 mètre. Je vous épargne les détails de l'isolation, mais on trouve Y maximum 1,2 mètres. Et voilà. Donc ça, c'est ma hauteur maximale. Très bien. Une autre donnée importante. Allons voir quelle est la question C. On cherche la vitesse de la balle lorsqu'elle touche le sol. OK. Là, vous vous souvenez de ce qu'on a trouvé tantôt en A, le temps que ça prend pour que la balle revienne au sol. Là, ici, on va l'utiliser. On va l'utiliser parce que si je regarde ma première équation, V, vitesse finale, est égale à vitesse initiale plus accélération fois le temps t. Première équation. Ici, je connais tout, sauf ma vitesse finale. Donc, dans le fond, je cherche vitesse finale lorsque t égale 0,701. Vous voyez, je réutilise ma valeur du A, là, parce que je le sais c'est quoi le temps quand la balle arrive au sol. Donc, aussi bien le réutiliser. Donc, vitesse finale en Y, c'est mon inconnu. Vitesse initiale, c'est 2. Moins 9,8, c'est l'accélération. Fois le temps t, 0,701. Si on fait ça, on trouve vitesse finale en Y, moins 4,86 mètres par seconde. Est-ce que c'est normal que ma vitesse finale soit négative? Bien sûr que c'est normal. Si je regarde mon schéma, initialement, ma vitesse est positive parce qu'elle va vers le haut. Mais quand ma balle va retomber, quand elle est sur le point de toucher le sol, sa vitesse est vers le bas. Donc, vitesse négative lorsqu'elle est sur le point de toucher le sol. C'est tout à fait normal. C'est même voulu. Si on avait obtenu une vitesse positive, ça aurait été un problème, puis on aurait dû chercher notre erreur. D, maintenant. La vitesse de la balle si l'enfant l'avait rattrapée à la même position d'où il l'a lancée. OK. Donc, si je traduis en mathématiques, on cherche la vitesse finale. Oups, pas 0, excusez. On cherche la vitesse finale lorsque l'enfant rattrape la balle à la même hauteur d'où il l'a lancée. Donc, dans le fond, lorsque position finale égale position initiale. Puis position initiale, on avait dit, c'était 1 mètre. Okay? C'est ça que je cherche. Donc là, ici, je ne connais pas le temps auquel ça va arriver, hein, parce que quand il va la rattraper à la même hauteur, c'est pas 0,701 secondes, parce que la balle n'est pas revenue au sol encore, donc le temps, je ne le connais pas. Donc, sachant que je ne connais pas le temps et que ce n'est pas ce que je cherche, je vais utiliser ma quatrième équation. Voilà. Donc, je cherche vitesse finale. Donc ça, c'est mon inconnu du côté gauche. Vitesse initiale, c'est 2. Plus 2 fois, moins 9,8. Position finale, 1. Moins position initiale, 1. Là, voyez-vous, mon terme ici, là, il donne 0. Il donne 0 parce que 1 moins 1, ça fait 0. 0 multiplié par 2 fois 9,8, ben, ça donne 0. Donc, il me reste vitesse finale en Y est égale à 2 à la 2, 4. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire rendu là? Je veux isoler vitesse en Y, donc on va prendre la racine carrée de chaque côté. Vitesse en Y égale à 2 mètres par seconde. Oups! Fait-tu du sens, ça? Vitesse finale égale 2 mètres par seconde. Si je remonte à mon schéma, là, quand la balle va retomber et qu'elle va arriver vis-à-vis la hauteur à laquelle je l'ai lancée, est-ce que ça fait du sens de dire que ma vitesse ici va être
2 mètres par seconde positif vers le haut. Ben non, ça fait pas de sens. Nous, on veut une vitesse vers le bas, hein? Parce que bien sûr, la balle est en train de retomber. Donc, qu'est-ce qui marche pas? Où est-ce que je me suis planté dans ce calcul-là? En fait, je me suis pas planté nulle part. C'est juste que j'ai oublié qu'une racine carrée a 2 réponses. La racine carrée de 4, c'est plus ou moins 2. Et donc, il faut toujours qu'on se pose la question, quand on fait ça, c'est quoi le bon signe? Mais dans ce cas-ci, le bon signe, c'est le négatif, parce que justement, la balle va redescendre. Donc, vitesse négative. OK? Mais ça, votre calculatrice ne vous le dira pas. Si vous faites racine carrée de 4, votre calculatrice va vous donner 2. Donc là, c'est à vous de vous poser la question par après, comme je viens de faire, est-ce que ça fait du sens, un 2 mètres par seconde comme vitesse finale? Non, ça ne fait pas de sens. Il faut que ce soit négatif, donc on réfléchit. Ah oui, c'est vrai, ma racine carrée peut donner une réponse négative aussi. Donc voilà, moins 2 mètres par seconde. Je voulais le faire avec vous, là, le D, bien important, parce que c'est comme la deuxième fois qu'on rencontre une situation comme ça, un peu particulière avec une racine carrée. Donc il faut apprendre à réfléchir quand on rencontre des situations comme ça. Okay? Et donc ça met fin à la section 1.7. Alors je vous revois très bientôt avec la section 1.8.